Ahlal wa sahlan, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'histoire libyque. Donc c'est un sujet très important que nous avons voulu évoquer il y a déjà très longtemps. Nous avons fait des articles sur le site qui en parlent. Néanmoins ça reste un sujet que nous l'avons prévu d'évoquer. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, le préambule. Donc là, il s'agit de la vidéo numéro 1, donc histoire libyque. Alors, tout simplement, il faut commencer par le commencement. Alors, il faut parler de l'origine des origines, l'origine libyque. Alors en fait, ce qui se passe quand on parle de l'origine des Libyens en général, hein, quand je dis Libyens, comme vous le savez, c'est le terme pour nommer tout ce qui est berbère, enfin les peuples d'Afrique du Nord tels que nous les connaissons, et bien au-delà. Alors nous avons l'origine mythique, si vous voulez, parce que en fait le problème quand on parle des Libyens, c'est la durée dans le temps. Or, nous savons que l'histoire est une science récente. Les historiens, tels que nous connaissons cette science, c'est-à-dire écrite, officialisée, étudiée, réétudiée, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, en tout cas, pas plus vieux que l'Antiquité. Donc, nous n'avons pas, si vous voulez, de traces écrites de tout cela, puisqu'à cette époque-là, les gens utilisaient principalement la pratique de la mémorisation par tradition orale. Donc les gens se transmettaient des histoires, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui des mythes. On essaie un petit peu de mettre ça dans le folklore, dans les légendes, etc., en disant que c'est des choses fausses. Mais en fait, en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est parce que nous avons une interprétation, une façon de voir en tant que gens, je dirais pas moderne, parce que bon, c'était déjà le cas dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge. Nous avons une façon de voir les choses qui est très académique, avec une discipline, si vous voulez, une pédagogie qui n'est pas celle des gens ayant vécu au-delà de l'Antiquité. Donc quand on parle des proto-berbères, quand on parle de la préhistoire chez les Berbères, etc., voilà, c'est quelque chose qui est très très lointain. Donc nous avons effectivement des écrits, par exemple, comme les hiéroglyphes égyptiens, nous avons des gravures rupestres, donc nous avons effectivement des preuves écrites, si on veut, mais dans un autre langage, si vous voulez, dans un langage codé, ou dans un langage très peu exploré, comme nous l'avons vu, par exemple, dans le Sahara algérien, par exemple, nous avons vu les gravures rupestres, où on a tout à fait un alphabet libyque, hein. On a l'alphabet libyque qui décrit une vie de l'époque, des dessins qui illustrent la vie de l'époque. Donc c'est, si on veut, c'est la science historique, mais de l'époque. Si vous voulez, c'est ce que pratiquaient les gens dans la préhistoire, hein. C'était le langage de l'époque, donc le livre n'était pas encore le langage officiel. Ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas les moyens de faire le travail que nous faisons, que font les historiens depuis l'Antiquité, mais c'est que tout simplement les gens n'y voyaient pas l'intérêt. Parce que à partir du moment où la tradition était transmise par voie orale et qu'il y avait des gravures honorant les dieux, honorant les ancêtres, honorant les rois, les reines, etc., ça permettait déjà suffisamment la diffusion de la mémoire collective. Or là, nous, dans notre époque, on ne conçoit pas comme ça. Dans nos esprits ultra rationnels, etc. Et puis aussi parce que nous sommes passés par un tournant, parce qu'avec l'avènement du catholicisme, enfin, pardon, du christianisme, pardon, parce que bon, le catholicisme c'est autre chose, mais avec l'avènement du christianisme, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, nous sommes arrivés à une époque où, en fait, le savoir n'est plus à l'abri.
si vous voulez, le savoir n'est plus à l'abri, donc on est quand même dans une période où un pan du savoir ancien a été perdu. Pareil avec l'islam, donc au début de l'islam, il y a eu la destruction du savoir des Perses, donc 5000 ans de savoir antique disparu aussi, dans la destruction des écrits perses, donc anciens. Tout cela, si vous voulez, participe finalement à créer un vide historique et faire que finalement tout le monde a peur de perdre son savoir. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les grandes civilisations importantes et majeures de l'Antiquité se sont mis à disparaître, se sont mis à se faire absorber par de nouveaux envahisseurs. Tout ça a fait que finalement le savoir écrit était d'une part nécessaire pour préserver l'identité, l'histoire, la mémoire collective et la mémoire civilisationnelle, mais en même temps, il y avait une volonté aussi de cacher, de garder de toutes les façons possibles, si vous voulez, l'histoire ancienne. Mais il y a aussi une autre chose, il y a aussi le fait de la perversion de celle-ci, parce que quand on voit par exemple après les historiens arabes, ce qu'ils vont faire par exemple chez nous en Libye, c'est-à-dire en Afrique du Nord, il y aura une volonté de réécriture. Donc je ne sais pas comment on peut aborder le sujet. Je pense que c'est assez délicat. C'est quand même notre histoire. On veut l'avoir écrite évidemment, mais le fait de la mettre par écrit, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que si c'est pendant une occupation, forcément ça ne, ça ne donne pas un résultat satisfaisant. Donc nous allons parler de l'origine des origines, donc l'origine mythique. Parce que l'origine mythique, c'est quand même l'origine la plus éloignée. Pour ceux qui ne comprendraient pas, la mythologie n'est pas une science de mensonges ou de, ou de légendes abracadabrantes, mais bien une science précise. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des mythes qui se contredisent, mais la mythologie est en quelque sorte la grand-mère de l'histoire. C'est l'ancêtre de l'histoire. C'est ce qu'était, si vous voulez, euh, la science qui permettait de préserver l'identité et comme on dit aujourd'hui, on a les mythes fondateurs. Tout ça, c'est là la mythologie s'occupe justement de ce qui va au-delà de l'histoire, parce que évidemment l'histoire ne parle pas des faits très 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 anciens, ne se limite qu'à une époque, donc on le sait, l'Antiquité, le Moyen Âge, etc., la Renaissance, mais ne va pas plus loin dans le temps. Donc l'origine des origines, libyque, c'est Libya. Donc Libye en français, Libye, c'est la déesse mère, c'est justement la reine des Libyens, mais aussi, si vous voulez, notre mère à tous, celle qui nous a tous enfantés, et c'est justement c'est de là que nous tenons le nom de Libyen. C'est parce que nous avons été enfantés par Libye, donc la déesse de tous les Libyens. Et puis, nous avons aussi Poséidon, Poséidon qui est le dieu père, donc qui est le père de tous les Libyens, et qui est l'époux de Libye. Donc après, nous avons, comment dirais-je, plusieurs cas de, de présence du dieu Poséidon dans la généalogie libyque. Nous avons par exemple chez les Atlantes euh, Poséidon qui épouse une autochtone et donc qui donne naissance aux rois Atlantes, donc, dont Atlas. Nous avons aussi le mythe de Poséidon et Amphitrite, qui est aussi, si on veut, quelque part une généalogie libyque, berbère, si on veut, mais qui n'est pas qui n'est pas fondatrice, qui n'est pas plus ancienne que l'origine de libyque par rapport à la déesse mère Libya. Donc nous avons, comment dirais-je, alors, donc en tout cas, nous parlons aussi d'une origine libyque, on parle ici d'une origine mythique. Donc évidemment, pour beaucoup de gens, ça ne sera pas l'origine qu'ils vont observer en premier lieu, parce qu'il y a l'origine génétique, donc ça aussi c'est très important à élaborer, à observer. Nous avons
beaucoup de choses à apprendre par rapport à la science aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément en contradiction avec cela. Donc, nous savons par exemple que Libya, qui est la déesse mère de tous les Libyens, on sait qu'elle a enfanté Agénor, roi de Phénicie, on sait qu'elle a enfanté Bélos, qui va lui succéder pour la gouvernance de la Libye, aujourd'hui nommée Afrique. Nous savons qu'elle a eu aussi l'Élex, donc qui gouverne la Grèce. On peut y voir aussi un roi européen. Cela dit, l'Europe à ce moment-là n'existe pas. Le concept d'Europe viendra bien plus tard avec Europa. Euh, En tout cas, selon Isocrate, euh, Libye est la première femme à donner son nom au territoire qu'elle gouverne. Donc si vous voulez, c'est quand même elle a cette aura de déesse mère et de gouvernante, de fondatrice. Donc elle a cette stature-là et ce titre-là. Donc après, c'est évidemment, ça reste dans l'ordre du mythe. Après, bien sûr, les gens vont essayer de comprendre, vont essayer de mettre en contradiction les mythes, parce qu'évidemment, il y a plusieurs versions. Néanmoins, ça reste quand même tout à fait plausible. Et nous savons très bien que, par exemple, chez les Libyens, dans l'Antiquité et même avant, on sait très bien qu'ils avaient une dévotion toute particulière au dieu Poséidon. Cela fait que bah, on a un lien à la fois spirituel et génétique. Donc on a un lien à la fois le lien du sang et à la fois le lien spirituel. Tout cela se mélange et crée justement ce que nous sommes et ce qu'ont été nos ancêtres dans leur religion libyque et dans leurs croyances, etc. Je pense que il n'y a pas de hasard, hein. C'est pas juste des mythes qu'on nous lance comme ça, c'est toute une généalogie empreinte de croyances et de vérité. Il n'y a pas de et puis après il n'y a pas de fumée sans feu évidemment, ça c'est certain. Alors ensuite, nous avons l'origine multiple. Alors des premiers Libyens émergent différentes civilisations. Alors on commence par les Ibéro-Mauriciens d'il y a 22 000 ans. Donc on parle ici en fait des Atlantes, on parle des Schleux, comme on dit. Alors il s'agit en fait des premiers habitants hein, du Maghreb, de ces régions-là. Et donc c'est pas juste des légendes comme diront certains. Non, non, il y a vraiment eu, il y a 22 000 ans, c'est cette civilisation ibéro-mauricienne à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe, entre le Maroc et l'Espagne. Cette civilisation a existé, c'est une réalité, et elle est justement la preuve physique, la preuve concrète qu'il y a eu à une époque très ancienne des premiers Atlantes, des premières civilisations qui se sont forgées. Chez Platon, nous savons par exemple que ces civilisations-là ont existé il y a... Enfin, par exemple, on sait que l'Atlantide a existé il y a 12 000 ans, par exemple, dans les écrits de Platon, on le sait. Bah, on sait aussi qu'il y a 10 000 ans, encore plus ancien, il y a 22 000 ans, par exemple, on a les Ibéro-Mauriciens. On sait que cette civilisation s'est forgée, qu'elle a grandi très tôt, qu'elle a eu l'usage très tôt de la pierre. Donc on sait qu'après, forcément, il y a eu un usage plus développé. Et on sait justement que cette civilisation-là est celle qui a donné naissance à l'Atlantide et aux Atlantes. Maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est si justement on pourrait aller plus loin dans cette recherche-là, parce que malheureusement, le peu de recherches qui existent à leur sujet, c'est de dire et de parler en disant que tout simplement c'est une civilisation disparue, comme par miracle, comme par enchantement. Ça rappelle d'ailleurs tout à fait la disparition de l'Atlantide par l'avènement d'un tremblement de terre, d'un raz-de-marée, etc. Disparition qui s'est faite en un jour et une nuit, selon les dires justement de Platon. Donc, cette civilisation ibéro-mauricienne est très peu connue. Il y a très peu de textes qui en parlent et de chercheurs
qui en font qui font l'étude justement et l'observation de cette civilisation. Donc c'est justement là le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer plus de preuves à ce sujet-là et pouvoir justement étayer, approfondir, parce que ce qui nous sépare de l'Atlantide, en parlant de nos origines ibéro-mauriciennes, ce qui nous sépare de l'Atlantide concrète, euh, ce qui nous sépare de l'Atlantide concrète et qui nous éloignerait justement de tout ce folklore, de tout ce, de tout ce qui se dit en ce moment avec un ton pittoresque. On a envie de penser que que ça n'a jamais existé, que ça a toujours été que des légendes et des histoires colportées. Justement, en réalité, ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas tout cela, mais encore faut-il pouvoir étayer et observer en profondeur cette civilisation bourg-mauricienne. Il y a évidemment des ossements, il y a évidemment beaucoup de recherches qui ont été faites pour identifier un phénotype, c'est-à-dire un être concrètement, voilà, avec les sciences modernes, on peut effectivement observer avec les os, on a un phénotype. Donc l'atlanthrope, comme on dit, comme il est nommé, l'atlanthrope. Donc on sait que il y a des preuves, il y a une race atlante. On sait tout ça. Maintenant, encore faut-il aller plus loin pour prouver les choses et pour pouvoir justement approfondir et pouvoir démystifier, si vous voulez, le mythe de l'Atlantide et enfin arriver à un résultat concret. Donc cela, c'est malheureusement, les scientifiques n'ont pas plus de choses à nous enseigner sur nos premiers ancêtres que les mythologues ou les gens voilà, qui nous parlent de mythes et de légendes anciennes. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, quand on parle justement des entre guillemets berbères qui se disent représentants de notre identité, qui veulent faire de la recherche, etc., etc., et qui justement nous renvoient à nos origines et veulent creuser toujours plus loin, bah je suis désolé, le vrai sujet c'est les Ibéro-Mauriciens, surtout quand on est maghrébin et surtout quand on est Schleuch ou quand on est des environs de l'Atlas. On sait très bien que nos origines remontent aux Ibéro-Mauriciens, et la première des choses qu'il faut faire quand on veut essayer de comprendre, c'est de commencer par l'étude justement de ses premiers ancêtres. Et là, effectivement, on a vraiment l'origine des origines. Donc, on a quelque chose de vraiment très 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 ancien qui nous renvoie à nos mythes fondateurs et qui nous renvoie à l'Atlantide. Mais c'est malheureusement cette absence de perspective chez les militants entre guillemets berbères qui crée la situation de chaos identitaire dans lequel nous sommes, au point que des termes comme Amazir par exemple, qui sont des terminologies sémites, arabes si vous préférez, arrivent devant le podium et arrivent comme étant l'origine de nos ancêtres et notre véritable identité. C'est quand même assez aberrant. Mais bon, voilà. Après, on a les Capsiens. Donc les Capsiens, ce sont les premiers berbères. Là, on parle des berbères, c'est-à-dire on parle d'un type libyen originaire de la Corne de l'Afrique. Alors ils sont arrivés il y a moins 9000 ans, donc dans le sud de la Tunisie. Ils sont arrivés, ils se sont installés. On ne sait pas s'ils se sont justement métissés avec les Ibéro-Mauriciens ou leurs descendants. On ne sait pas s'ils sont arrivés et qu'ils n'ont trouvé personne, parce que c'est possible aussi qu'ils sont arrivés avec voyant justement l'absence totale de civilisation, ont installé à l'heure. On ne sait pas, et c'est vraiment un sujet de débat, même au niveau scientifique, si vous voulez. Ça reste quelque chose d'assez contradictoire, et là il y a vraiment il y a vraiment très peu de preuves. On peut pas c'est un sujet polémique, voilà. Donc après, voilà, donc les Capsiens, c'est une civilisation, ce sont les Berbères, hein. Là on parle vraiment des Berbères, donc c'est, comme vous les connaissez, les Touaregs, donc les gens qui se couvrent le visage. Donc le mot berbère justement vient de là, c'est le fait de se couvrir,
c'est les gens qui se recouvrent. Ça vient de la langue du tamashek, de la langue saharienne. Et donc voilà, c'est un autre peuple, mais cousin justement des Atlantes, et qui font partie évidemment de la famille libyque, hein. Je ne dis pas que c'est un peuple étranger à la généalogie libyque. Non, non, ce sont vraiment des Libyens, mais c'est une autre branche qui s'est développée justement sur la Corne de l'Afrique et ensuite est revenue euh, comme attirée justement par leurs origines. Ensuite, c'est compliqué de parler d'autres civilisations à part ces deux-là. C'est les deux, justement, deux grandes civilisations qu'on connaît. Ensuite, ça va être une histoire d'invasion. Donc, après, difficile de dire si on peut parler d'invasion. Les Phéniciens vont être les premiers envahisseurs. En moins 814, ils vont fonder Carthage. Et évidemment, installer leur civilisation, installer leur mode de vie. Mais cependant, n'oublions pas, comme je vous l'ai dit précédemment, que Libye, la déesse mère, a enfanté trois grands rois, dont Agénor, qui est le roi de la Phénicie. Donc, ce qui sous-entend que les Phéniciens ont des origines libyennes. Après, cela dit, on peut considérer que le Phénicien qui arrive à Carthage n'est pas le même, enfin le Phénicien pardon qui fonde Carthage n'est pas le même Phénicien que Agénor et sa descendance. Cela dit, on peut effectivement penser cela. On peut penser qu'il y a un métissage à la fois libyque et sémite qui s'est développé en Phénicie, c'est-à-dire le Moyen-Orient, et finalement créant cette civilisation phénicienne. Cela dit, on, on peut penser aussi l'inverse, on peut penser que c'est une civilisation, que la Phénicie, que les Phéniciens ont formé, sont des Libyens, c'est-à-dire qu'ils ont une civilisation libyque, mais qu'ils ont créé leur propre civilisation, si vous voulez. Ils ont développé leur propre langue, leurs propres coutumes, et ce sont euh, c'est comment dire, c'est la diversité après tout. Peut-être que ils ont développé un autre art de vivre, un autre d'autres croyances, d'autres mythologies, etc. Je pense que ça peut être aussi une théorie. Cela dit, ils sont arrivés chez nous, ils nous ont colonisés. Et ces Phéniciens, quand on parle des Phéniciens, c'est vague, hein. C'est autant dire Phénicien, c'est comme dire Européen ou Libyen. C'est un terme qui regroupe plein de civilisations, plein de peuples. Donc, ce n'est pas un terme qui permet de, si vous voulez, de cibler vraiment de qui on parle. On parle des gens de Tyr, de Sidon, qui viennent coloniser l'Afrique du Nord. Cependant, euh, il faut pas oublier que quand on parle de Phéniciens, on parle aussi des Cananéens. Donc, Cananéens, c'est une région qu'on peut aujourd'hui situer en Palestine, voire un petit peu vers le Liban. Les Cananéens sont les Amazirs. C'est eux les, euh, les fameux Amazirs, ceux qu'on essaie de nous coller comme étant nos ancêtres. Donc les premiers Phéniciens, quand ils arrivent chez nous, c'est à la fois la fondation de Carthage, mais si on regarde d'autres mythes fondateurs, on sait aussi que c'est l'arrivée des premiers Cananéens. Et ces Cananéens-là, on ne sait pas s'ils étaient avec les Phéniciens à leur arrivée ou s'ils sont arrivés à une autre époque, on ne sait rien de tout cela. Cependant, cela fait partie de l'histoire de la mythologie du Moyen-Orient, de Phénicie. Donc on sait très bien que les historiens arabes d'ailleurs vont nous imposer cette origine en disant que nous venons de Palestine, en disant que nous avons cette origine à Mazir, c'est-à-dire que nous sommes les fils de Mazir, parce qu'il faut le rappeler que Mazir, c'est un roi cananéen, donc descendant de Canaan, dans la Bible, ça c'est la généalogie biblique, je vous laisse faire vos propres recherches là-dessus, c'est selon eux, selon les Arabes, les historiens arabes, le roi fondateur, le roi, si vous voulez, le patriarche de tous les Libyens, de tous les Berbères, si vous préférez. Pourtant, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, selon l'histoire, hein, mais vraiment, hein, on a la date, quoi. Les Carthaginois, enfin les Phéniciens arrivent en moins 814,
Donc il y a 2820 20 et quelques années. Donc ils sont arrivés chez nous et ils ont installé une nouvelle civilisation, donc Carthage, et puis avec le commerce se sont étendus avec les comptoirs, etc. Je ne vais pas faire tout le détail de l'histoire des Phéniciens, des Carthaginois, comme vous voulez. Cependant, ça reste, ces gens-là sont nommés les Cananéens d'Occident, donc on parle bien des Amazirs, hein. C'est eux les Amazirs, c'est-à-dire ils sont venus chez nous, donc ils ont créé leur civilisation, ils se sont étendus, ont imposé leurs croyances plus sémites qu'autre chose. Donc c'est même d'ailleurs le tout début de l'arabisation pour beaucoup qui l'ignorent, parce que beaucoup pensent que les Phéniciens sont à peu près des Berbères si on veut. Pourtant, leur langue, leur parler est vraiment le cousin de l'arabe et de l'hébreu, hein. Donc même l'alphabet, je vous invite à observer l'alphabet phénicien, vous verrez, c'est vraiment très proche de l'alphabet arabe, de l'alphabet en tout cas tel qu'on le connaît, mais en tout cas dans un autre genre, mais vraiment très proche. Donc, euh, à partir de là, nous avons subi une première invasion, une première colonisation qui nous a vraiment détruits. Et, euh, et cette colonisation s'est étendue pendant très longtemps, donc nous avons malheureusement dû la subir. Ça a été une période assez difficile, je pense, pour les Libyens, pour tous les peuples de cette époque. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résistance, qu'il n'y a pas eu de lutte, il y en a eu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Massinissa lui-même s'est allié aux Romains pour les chasser. Donc, ce qui montre bien que bien que les Phéniciens, entre guillemets, les Amazirs, sont arrivés chez nous avec la volonté de nous conquérir, ils n'ont malheureusement pas réussi à, à convertir et à transformer tout un continent, hein. Ils sont restés dans leur principauté et évidemment les gens dans les terres, les gens dans l'Atlas par exemple, sont restés mais vraiment très très éloignés de leur influence jusqu'à permettre justement une rébellion et à pouvoir arriver à les chasser. Après, ça fait partie aussi de l'identité libyenne, hein. Donc, cette volonté de résister à tous les envahisseurs, ça se répète dans l'histoire. C'est pas la première, ce sera pas la dernière fois que ça arrive. Et donc après, nous avons les Hellènes, donc les Grecs comme on les appelle. Je préfère utiliser le terme Hellène parce que c'est vraiment leur vrai nom. Et puis je sais que le nom, quand on dit grec, c'est péjoratif. C'est une volonté justement de détruire leurs origines, un peu comme le font aujourd'hui les Arabes et ceux qui les suivent, les Adamiques, en voulant nous nommer Amazir. C'est vraiment une volonté de détruire notre identité et de faire en sorte de parler de nous que à partir de la période arabe, si on veut, la période islamique. Et ben c'est pareil pour les Grecs, enfin les Grecs, les Hellènes, pardon. On les appelle les Grecs, mais c'est vraiment pour justement parler de leur période chrétienne et effacer ce qui s'est passé avant. Donc c'est malheureux. En tout cas, moi je suis contre. Donc je continue de les appeler les Hellènes. Alors après, donc ils sont arrivés chez nous il y a moins 644. Donc ils fondent la ville de Cyrène. En tout cas, prennent ce qu'il y avait et édifient une ville nouvelle. Donc après, c'est un peu comme pour les Phéniciens. On parle souvent de villes fondées par les Phéniciens, mais en réalité, c'était souvent des villes qui existaient déjà, donc elles sont refondées, reconstruites à l'image de leur culture. Alors là, les Hellènes vont faire à peu près la même chose en Cyrène. Cela dit, c'est pas ici, il s'agit pas d'une colonisation, d'une volonté de détruire. Au contraire, c'est même une volonté de revenir à leurs racines, parce que les Hellènes, pour ceux qui ne le savent pas, ont des origines berbères et sont même berbères pour beaucoup d'entre eux. Donc après ça, je vous invite à voir un peu la génétique et ce qui en est pour le groupe génétique berbère, E1B1B, et de voir un peu près ce que ça fait. En tout cas, je sais que pour le sud de la Grèce, c'est vraiment le jeûne est très présent. Pour le nord aussi, le nord ouest précisément, voire l'Albanie. Mais en tout cas, moi, je vous invite à faire des recherches là-dessus. C'est vraiment très passionnant. Cela dit, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des Hellènes qui arrivent chez nous.
Et ça, je sais qu'ils y sont arrivés d'ailleurs en étant guidés par des marins libyens. Donc je sais aussi que qu'ils ont été accueillis. Je sais aussi qu'il y a eu des mariages mixtes entre Libyens et Hélènes. Donc non, même s'il y a eu des guerres, même s'il y a eu des difficultés entre eux, ce sont des frères. Autant il y a eu des guerres entre tribus et nations libyennes, autant là aussi c'est pareil, on a eu des luttes, néanmoins ce sont des frères. Et, les Hélènes, quand ils sont arrivés en Afrique du Nord, quand ils sont arrivés en Cyrénie, n'ont pas cherché à être notre culture, au contraire, ils ont été complémentaires et se sont alliés à nous contre les Phéniciens. Ensuite, il y a eu la période romaine, donc il y a moins 146. Alors à cette année-là, donc c'est l'année de l'assaut final sur Carthage. En détruisant Carthage, avec le soutien de Massinissa, avec le soutien des Numides, les Romains arrivent à prendre pied sur ce qu'ils vont appeler l'Afrique. L'Afrique, c'est la Tunisie, hein. C'est le nom antique chez les Romains pour décrire la Tunisie. Donc avec le soutien des Africains, ils arrivent à chasser, à prendre Carthage, donc à chasser les Phéniciens. Les Romains arrivent chez nous, donc évidemment, beaucoup essaient d'y voir une espèce de colonisation, une espèce d'invasion, euh, en décrivant cela comme quelque chose de terrible, etc. Alors qu'en réalité, non. Au contraire. Au contraire, l'invasion romaine, c'est une délivrance pour les Libyens, parce que, déjà, premièrement, parce que ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont un lien de parenté avec nous. Ils considèrent aussi qu'ils qu'ils ont des croyances en commun, donc par exemple le culte d'Amon, etc. Il y a beaucoup de choses. Vénus, par exemple, quand elle, après la guerre de Troie, elle dépose les Romains, enfin le héros aîné, elle le dépose, sur le bord de la mer, en Libye. Donc elle le dépose pour que justement qu'il échappe à la mort, parce que c'est la défaite, c'est la débâcle à Troie. Donc ensuite, justement, ce aîné va aller jusqu'à Carthage pour recevoir l'aide de, de Didon, qui est la reine de Carthage. À partir de là, il aura un bateau, Aîné aura un bateau, il pourra justement regagner l'Europe en arrivant en Italie et fonder justement, enfin ses descendants ont fondé Rome. C'est, comment dire, c'est ce lien intime entre la Libye et les Romains, c'est un peu comme le lien que je vous ai dit précédemment avec les Hellènes, qui ont des origines berbères, mais qui se sont développés en Europe. Ils ont envie de revenir finalement, ils ont envie de renouer avec leurs ancêtres. Et puis on peut aussi voir, on peut aussi faire la comparaison avec les Phéniciens, hein. C'est à peu près la même chose, hein. C'est une volonté aussi de revenir à leurs origines. Et étrangement, que l'on parle de Romains, de Phéniciens ou de Grecs, tous ont un point commun, c'est ce lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, c'est-à-dire la Tritonie, le pays du dieu Triton. Et donc ils sont, c'est pas un hasard, hein. Franchement, faut le dire, hein, la Tritonie est, comment dire, dans le bassin méditerranéen et l'origine de la civilisation méditerranéenne au sens large. Donc après, voilà. Nous avons ensuite l'arrivée des barbares. Alors là, c'est en 429, c'est beaucoup plus tard. Là, on arrive à une période où la période chrétienne, hein. Là, on parle de catholicisme, mais on parle aussi d'arianisme, on parle de plusieurs courants religieux chrétiens. Là, il y a un développement énorme du christianisme dans la Méditerranée, que ce soit chez nous en Libye ou que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, en Phénicie. Les barbares arrivent en 429, donc invasion du roi Genséric, qui arrive justement sur les côtes nord-africaines et qui commence sa conquête du Maghreb et édifie son royaume à Béjaïa, qui sera la capitale du royaume vandale d'Afrique. Et donc, cette invasion-là va quand même créer beaucoup de problèmes parce que justement, pour les morts, pour les Maghrébins, entre guillemets, qui sont opposés aux Romains, là, on va avoir certains vont saisir l'occasion. C'est-à-dire que là, il va y avoir une unité entre les tribus
locales, hein, les tribus kabyles, etc., qui vont s'unir à l'envahisseur barbare, donc aux Vandales, contre Rome. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que là, il y a une espèce de déchéance chez les Libyens, c'est l'oubli de leurs racines. Je sais pas si c'est dû au fait du géopolitique qu'il y a eu avec les Romains, est-ce que c'est dû à Jugurtha, est-ce que c'est dû à pas mal de choses. C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est cette date qui va être un petit peu le moment de déclin des Libyens et des morts, etc. C'est à partir de là qu'il va y avoir justement le pillage de Rome, donc les, les tribus libyennes, en grande partie kabyles et justement les soldats barbares, les Vandales vont s'unir justement pour attaquer Rome à partir du sud, c'est-à-dire à partir de la Sicile, et vont vouloir justement conquérir et piller et détruire, et c'est à partir de là que se brise quelque chose, parce qu'à partir de là, il n'y aura plus jamais, si vous voulez, de confiance entre les Romains et les Libyens. C'est malheureux à dire, mais c'est justement ça qui va créer le déclin, parce que cette solidarité, cette origine commune entre les gens de Méditerranée va se détériorer au point de justement de disparaître, parce que finalement, ce qui va suivre ne va pas arranger les choses. Donc là, on a une destruction identitaire. À partir de ces dates-là, de cette époque-là, de l'époque barbare, c'est là justement qu'il va y avoir une destruction identitaire, et c'est là que, très peu après, nous allons avoir l'invasion arabe. Donc en 642, c'est la prise de l'Égypte, on a la présence arabe en Cyrénie, en Tripolitaine. Là, on a une invasion à une époque où les morts étaient, étaient à la recherche d'alliés contre Rome. Donc évidemment, quand les Arabes arrivent, ils trouvent déjà une population très arabisée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont sémitisés, c'est-à-dire par les Phéniciens. Donc ils avaient déjà des ponts communs avec les Arabes. Donc l'arrivée des Arabes est très facilitée justement par des populations très arabisées déjà par l'époque avec l'influence carthaginoise. Donc là, ça va être une conquête assez facile. Bon, évidemment, on connaît l'histoire de Diriyah, on connaît l'histoire des résistants et ceux même qui sont même pas mentionnés, parce que finalement, ceux qui ont résisté à l'invasion arabe, très peu sont mentionnés, très peu en tout cas, je pense que comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc forcément, les Arabes ont effacé pas mal de choses, ont essayé de faire croire que, bah, vous voyez, tout le monde nous a appréciés, tout le monde nous a accueillis à bras ouverts, etc. Non, c'est pas passé comme ça. Ça a été vraiment rude, ça a été long, ça s'est décidé en plusieurs dizaines d'années. Ça a été très compliqué. Il y a eu même des revers. C'est pas, faut pas croire que ça a été une conquête facile, etc. En tout cas, il faut surtout pas croire que les Berbères, enfin les Libyens, n'avaient pas de quoi se défendre ou n'avaient pas d'armée ou de roi ou de système organisé pour pouvoir lutter face à l'invasion arabe. Ça, c'est complètement faux. Il y a eu une résistance, il y a eu une volonté de combattre. Malheureusement, c'était à une époque où les, c'était à une époque où par exemple les morts, parce qu'à l'époque c'était ceux-là qui tenaient justement les plus grandes, qui avaient la plus grande puissance militaire de l'époque. Donc les morts, ils étaient en guerre contre Rome à l'arrivée des Arabes. Donc forcément, ils cherchaient un allié. Il y a des morts qui se sont alliés à l'islam, aux Arabes, qui se sont convertis à l'islam, etc., juste dans un but politique, pour pouvoir lutter contre les Romains. Il y a eu ça s'est produit, il y a eu ça, il y a eu des gens qui ont voulu justement utiliser l'islam pour pouvoir repousser l'hégémonie de Rome qui devenait de plus en plus lourde, parce que justement les Romains, après ce qui s'est passé, parce que les Romains n'ont pas cherché à détruire l'Afrique du Nord et les Libyens, hein, au contraire, Rome a soutenu les monarchies libyennes, notamment les Numides, elle a soutenu la monarchie mort, par exemple avec Bocchus. euh, En tout cas, les Romains ont toujours fait en sorte d'être des alliés avec les Libyens plutôt que des colonisateurs
sans foi ni loi, etc. Ils ont vraiment tout fait pour essayer de jouer sur la diplomatie, justement avoir des alliés, de se créer des alliés dans un futur proche, etc., qui combattront avec eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit en Espagne, en Grèce et ailleurs. Et il y a énormément d'histoires, de morts, de Libyens qui ont combattu côte à côte avec les Romains, etc. Soit en un royaume vassal, soit en un royaume allié, soit en tant que mercenaire, mais bon. En tout cas, s'il y avait beaucoup de perspectives qui se sont mis en avant, il y a eu beaucoup d'aventures en commun, de guerres communes, il y a eu beaucoup de partage aussi civilisationnel, il y a eu beaucoup d'échanges. Malheureusement, avec comme je vous dis, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, l'arrivée de Jugurtha au pouvoir, le fait qu'il soit un régicide et qu'il ait assassiné ces rois-là, a créé justement ce vide politique et fait en sorte que Rome n'est plus euh, d'interlocuteur, si vous voulez, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc voilà, donc à partir de là, forcément, il y a eu, comme je vous l'ai dit, euh, quelque chose qui s'est brisé entre les Méditerranéens, entre les Romains et les Libyens, ce qui créa justement ce climat, si on veut, qui était favorable justement à l'arrivée des Arabes, donc qu'ils ont pu exploiter, si vous voulez, la haine de certains Nord-Africains vis-à-vis des Romains pour les retourner contre eux. Voilà, en leur promettant évidemment des, des, des tribus, enfin voilà, ils ont eu quelque chose, des contreparties, etc. Mais en tout cas, voilà. Après, évidemment, il y a eu ce fameux renversement de situation, c'est quand les Arabes ont créé Andalous, l'Espagne musulmane, quand ils ne sont pas d'ailleurs les premiers conquérants, hein. Le premier conquérant de l'Espagne, c'est un berbère, hein. C'est, comme on le connaît très bien, c'est Tariq ibn Ziyad. Pourtant, oui, c'est au nom de l'islam, etc. Mais pourtant, euh, les Arabes, justement, en essayant d'édifier cette civilisation en Andalousie, en Espagne, vont rencontrer un problème. C'est tout simplement que, voilà, les Atlantes, donc quand je dis les Atlantes, c'est les Chleux, donc les Maghrébins, qu'on parle des Atlantes ou qu'on parle des Berbères, donc les Libyens du Sahara, tous ont un point commun, c'est qu'ils refusent totalement la soumission à un pouvoir étranger. Ça, c'est clair. Donc à partir de là, il y a eu une volonté de déposséder du pouvoir les Arabes. Il faut savoir que aussi à l'époque, l'islam justement imposait le fait que seul un Arabe pouvait gouverner sur les musulmans. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, hein. Ça, je dis pas que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Malheureusement, j'aurais préféré que si, mais très peu de gens le savent. Et c'est tout simplement l'islam, le premier islam, l'islam des Qurayshites. C'est un islam tout à fait en osmose avec le tribalisme bédouin, etc. C'est la réalité, c'est la culture arabe, c'est la culture islamique des origines. Bien sûr, il va y avoir la révolution des Abbassides euh, qui va permettre justement de détruire Damas et de déplacer la capitale à Bagdad et de faire justement que le royaume, le Dar al-Islam, le pays des musulmans le, soit justement un royaume de convertis, et que ça soit une nation multiethnique, etc. Mais c'est bien après. Donc c'est pas l'islam des origines. Donc à cette époque-là, nous, nos ancêtres, ont voulu justement combattre cela, cette, ce racialisme arabe. Et donc ils ont essayé justement de faire du judo avec la religion dominante, comme diraient certains historiens un petit peu farfelus, mais que nous connaissons très bien et qui sont spécialistes de l'Afrique subsaharienne. Mais en tout cas, voilà, nous avons nos ancêtres qui refusent cette domination et cette humiliation. Il y a même eu des révoltes très 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 graves, très très lourdes, qui ont coûté cher justement au califat omeyyade. Et ce califat omeyyade malheureusement, avec cette injustice raciale, va créer justement, en quelque sorte, la fin de l'invasion arabe, parce que à partir du moment où les Maghrébins, les Atlantes, les Maures, si vous préférez, se sont rebellés vis-à-vis du pouvoir califal des Arabes, c'était en quelque sorte le début de la fin. Parce que
Après l'Andalousie, la Reconquista, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce qui va permettre justement de montrer que non seulement les Arabes ne sont pas invincibles, mais que leur injustice n'est plus tolérée. Et justement, le premier peuple à se soulever contre ça, c'est justement les Maures, c'est les Libyens d'extrême occident, si vous préférez, les ancêtres des Marocains, voilà. Et justement, à partir de là, il y a un refus. Il y a un refus d'obéir et d'être des vassals, les éternels vassals, parce que finalement, les gens se sont convertis à l'islam, donc sont des musulmans comme tous les autres, parlent l'arabe, etc., mais pourtant sont considérés toujours comme des musulmans de seconde zone, voire de troisième zone. Donc à partir de là, va se créer les monarchies atlantes, les monarchies libyennes, etc. On va avoir par exemple les Almoravides, qui sont des Berbères, donc qui viennent du Sahara occidental, qui vont euh, conquérir tout le Maroc, ils vont jusqu'à l'Espagne, établir leur autorité, chasser les Arabes du pouvoir justement et rétablir une vision de l'islam très dure et très comment dire, donc un islam qui n'est pas justement celui de l'Andalous arabe, donc tolérant, etc. Là, ça va être un islam très, très autoritaire en tout cas, et à partir de là, on va avoir justement un changement. Les historiens arabes vont commencer à utiliser le mot barbare pour décrire les berbères. C'est tout simplement une amalgame qui va se créer justement pour pouvoir dire en fait que bah, finalement ils ont détruit l'Andalousie telle que nous la voulions, telle que nous l'avons fait, avec un ordre social parfaitement établi, parfaitement organisé, et vont imposer en quelque sorte l'égalité pour tous, tous musulmans, etc. Ils vont imposer un islam rigoriste. Donc à partir de là, voilà, c'est un petit peu la fin de l'Espagne arabe, c'est le début de l'Espagne mort, mais vraiment, hein, parce que on dit souvent que les morts ont été les premiers à arriver en Espagne, c'est vrai, mais là, c'est vraiment la période où ils vont prendre le pouvoir et vraiment contrôler tout, hein. C'est fini l'époque où voilà, ils étaient juste des vassaux, des subalternes des, euh, des gouverneurs arabes. Et ensuite, bah, il y aura les Almohades, les Mouahidines, comme ils disent en arabe. C'est justement les Atlantes, c'est les Shluh du Haut-Atlas la tribu des Masmouda, qui vont, qui vont justement prendre le pouvoir, renverser les Almoravides et instaurer cette unification, parce qu'ils vont réussir l'unification du Maghreb et arriver en Espagne. C'est la meilleure période et c'est vraiment celle qui va stopper la Reconquista, qui va permettre justement de chasser les Arabes très loin vers l'est de l'Afrique et justement qui va beaucoup inquiéter les Arabes au point que va arriver ensuite l'invasion hilalienne. Donc après c'est tout un c'est toute une histoire qui va se mettre en place, une volonté d'arabisation qui va se faire, parce que malheureusement, c'est vrai que les Almohades, qui sont pourtant des Schleuch, hein, du Haut-Atlas, c'est pourtant eux qui vont malheureusement détruire les tribus, comme ils disent, récalcitrantes et à l'islam et polythéistes. C'est aussi eux qui vont imposer l'islam par la force, c'est aussi eux qui vont imposer un peu l'arabe un peu partout. Pourtant, malgré tout ça, c'est vraiment eux qui vont détruire les Arabes et même stopper l'invasion hilalienne. Donc on leur doit tout, hein. Franchement, on leur doit tout. On peut même parler de la Tunisie, hein, parce que sans eux, la Tunisie aujourd'hui serait normande, elle serait barbare, voilà, tout simplement. Donc ils ont fait beaucoup, mais vraiment beaucoup pour le Maghreb, pour unifier, pour protéger la civilisation libyque. Leur drapeau est le premier drapeau, en tout cas le plus ancien connu à ce jour du Maroc. Et, ils ont, euh, ils ont participé vraiment à préserver, à protéger l'unité du Maghreb et justement préserver aussi les Atlantes. S'il n'y avait pas eu les Mouahidines, pardon, les Almohades, euh, tout simplement le Maghreb aurait disparu sous une reconquista qui finalement n'avait pas de frontières, hein. C'était vraiment, c'est la reconquista telle que nous la connaissons. On dit c'est pour la reconquête de l'Espagne. Euh,
c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. La Reconquista, c'était vraiment la volonté de christianiser, de barbariser, de coloniser l'Afrique du Nord, hein. C'était pas juste pour l'Espagne. D'ailleurs, la preuve en est que après avoir reconquis l'Espagne, pardon, ils vont aller jusqu'en Amérique, ils vont étendre leur colonie. Et d'ailleurs, une volonté manifeste de vouloir prendre le Maghreb par plusieurs tentatives. Mais pourtant, voilà, les Almohades ont cassé cette Reconquista, l'ont ralenti, l'ont freiné. Et pareil pour l'invasion arabe, ils ont freiné, cassé l'invasion hilalienne, ils les ont même vaincus. Donc non, voilà, c'est ainsi que ça se termine finalement. Nous avons préservé notre race, nous avons préservé notre culture, nous avons préservé ce que nous sommes, justement en devenant nous-mêmes maîtres de notre destin, et non pas en attendant que des envahisseurs nous guident, etc. Donc après, évidemment, avec les années, ça va se détériorer. Effectivement, il y aura des monarchies atlantes, des monarchies berbères qui vont se succéder, des dynasties de moins en moins fortes, évidemment, malheureusement. Mais pourtant, ces monarchies ont laissé des grands hommes qui ont été des gens très humbles. Malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas cherché à marquer l'histoire. C'est des gens qui ont été très modestes, qui ont été très pieux dans leur vie, qui n'ont pas voulu graver leur nom sur sur toutes les mosquées, sur tous les endroits importants, sur toutes les tombes, comme le font malheureusement la dernière dynastie actuelle. Donc voilà. Donc je vous laisse sur ça, et donc je vous laisse méditer sur une phrase. On tâche les hate. Donc voilà. Je pense personnellement que c'est la situation actuelle, et je la vois telle qu'elle. Donc Mousnergazn, Agurnd, Matnir Wasn. Voilà. C'est malheureusement ce que je pense, parce qu'il faut voir aujourd'hui ce qu'on a comme des gens. On a des gens malheureusement qui en font trop, et qui malheureusement n'arrivent même pas à la cheville de ces monarchies atlantes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a une décadence des Libyens possible? Je pense qu'en tout cas la décadence que nous avons actuellement, c'est la décadence du fait de ne pas avoir de monarchie représentative qui défend à la fois nos origines, notre culture et notre identité et notre race. Mais néanmoins, les gens ont gardé des vestiges de cette époque almohade, et, et tout simplement, voilà, il y a quand même une volonté de résister. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent arabes, ont oublié tout ça, ont oublié tous ces gens-là qui sont morts pour justement qu'eux puissent encore parler de Tashlihit, Talifit, toutes les langues libyques, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc maintenant, je vous laisse sur ça. Je pense que voilà, on a évoqué un peu tous les points. On peut parler après de l'histoire moderne, hein, de l'histoire récente, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Je laisse ça pour une autre fois, pour une autre vidéo. Là, je pense qu'on a évoqué un peu de tout, un peu tout ce qu'on pourrait dire, en tout cas, sur l'histoire libyque. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous voulez que nous évoquons d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire, nous faire part. Donc voilà, et puis je voulais vous annoncer en même temps, j'en profite, nous avons mis en place notre page Tipeee, donc elle est validée, donc voilà, si vous voulez nous soutenir, nous envoyer des dons, n'hésitez pas. Il y aura des publications exclusives sur la page Tipeee. Après, évidemment, pour ceux qui s'intéressent un peu plus aux détails de l'histoire libyque, nous avons une page justement qui sur Facebook qui parle que de ça, qui s'appelle Histoire Berbère, Histoire avec un S à la fin. Enfin, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis voilà, je vous remercie à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent toujours. Je prie pour eux, je prie les dieux pour eux, et j'espère qu'ils auront que de la réussite dans leur vie, et pour nous aussi, pour nos projets. J'espère que nous réussirons à faire passer le message. Nous ne faisons pas ça pour l'argent, je précise bien, si vous nous faites des dons, pardon, c'est un plaisir, mais nous ne faisons pas ça pour l'argent, nous faisons ça
faire avancer la cause, pour faire avancer justement l'identité, parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun média qui parle de nous, qui parle des Berbères, des Atlantes, etc., qui parle de nous, mais vraiment avec nos origines. Souvent, on nous décrit juste comme des Arabes, des subalternes des Arabes, ou sous-produits de l'islam, mais c'est complètement faux. Donc c'est important justement de revenir à nos racines antérieures, etc., de dire justement que nous avons existé avant la période islamique, que des preuves sont là, et petit à petit justement que chacun le sache et que ça évolue, et que la vraie terminologie revienne. Donc voilà, nous espérons cela, et il y aura justement d'autres vidéos qui en parleront, nous allons évoquer d'autres sujets, et je pense avec un petit peu de travail, un peu de courage, on arrivera à toucher tout le monde. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, à la prochaine. Merci à tous.